Bonjour, je suis le docteur Agnès Gardan, je suis rhumatologue et médecin du sport. J'ai été médecin à l'Institut national des sports pendant 15 ans. Et je vais essayer de parler un petit peu du dopage humain appliqué aux cavaliers. Donc, la notion de dopage, la notion d'améliorer sa performance, elle est ancienne, puisque dans l'Antiquité, on retrouve déjà les Égyptiens, les Romains qui essayaient de trouver des tas de techniques pour améliorer leur performance, leur capacité physique et même sexuelle. Et la notion de dopage est apparue en 1903. Et c'est, comme l'a dit Xavier, il y en a beaucoup de définitions, mais c'était l'emploi d'excitants susceptibles au moment d'une course de donner une ardeur factice et momentanée. Et cette notion de dopage a été décrite chez le cheval en premier. Le procédé était interdit pour les chevaux de course et pour les chevaux militaires. Ensuite, la première loi sur le dopage est apparue en 1965 et précisait qu'il était considéré comme dopage le fait d'administrer sciemment en vue ou au cours d'une compétition sportive des substances destinées à accroître, il manque un E aussi, artificiellement les possibilités physiques d'un sportif. Et il y a la notion de nocivité pour la santé, puisque on en parle à ce moment-là. Il y a eu de nombreuses modifications. Le dernier code du sport en 2006 parle aussi bien sûr d'améliorer la performance au cours des compétitions organisées ou agréées par des fédérations sportives, mais aussi d'utiliser des substances, et non seulement des substances, mais des procédés qui sont de nature à modifier ou à masquer l'emploi de l'utilisation de substances dopantes. On n'a pas le droit de recourir à ces substances ou procédés, sauf dans des conditions restrictives, mais qui sont très bien codifiées et qui nécessitent de pouvoir prouver en toute sincérité l'utilisation de médicaments ou thérapeutiques. On n'a pas le droit d'administrer ou d'appliquer ces substances ou procédés, ça c'est pour les animaux, et en tout cas d'inciter à leur usage ou d'en faciliter l'utilisation, c'est-à-dire que l'entourage du sportif, que ce soit les entraîneurs, les préparateurs physiques, les médecins qui les entourent, peuvent être incriminés dans la prescription de produits interdits. Et le critère d'interdiction de se soustraire au contrôle est très important, puisque on a vu récemment des sportifs qui ont été pénalisés. Le sportif a une obligation de renseigner sur le programme de ses entraînements, c'est-à-dire qu'il doit renseigner sur le programme et la localisation de ses entraînements. Ça, c'est valable pour le sportif de haut niveau. On a entendu la semaine dernière qu'il y a 2 joueurs de tennis belges qui ont été interdits de jeu pendant 2 ans, je crois, parce qu'ils n'ont pas signalé l'endroit de leurs entraînements. Ils ont sur Internet, ils doivent remplir un tableau sur l'endroit où ils peuvent être contrôlés. Ça n'a pas été fait et ils sont interdits de jeu. Donc le sportif de haut niveau a l'obligation de signaler la localisation de ses entraînements. Comment se passe le contrôle? Le contrôle, c'est un petit peu la même chose que pour le cheval, Xavier en a parlé. L'agence française contre le dopage va mandater une personne sur le terrain pour effectuer le contrôle, une personne de la fédération, et il peut demander à des personnes sur place d'intervenir pour participer au contrôle dopage. On n'a pas le droit de s'y soustraire. C'est un peu compliqué dans l'application, parce qu'il faut qu'il y ait des toilettes hommes, toilettes femmes, il faut regarder pisser le sportif. Donc moi je me souviens avoir fait des contrôles quand j'étais toute jeune dans des courses cyclistes où pendant 2 heures j'essayais de regarder le jeune homme pisser, mais ça lui coupait vraiment l'envie, c'était extrêmement compliqué. Donc bon, techniquement c'est parfois un peu difficile, mais bon. Alors surtout il faisait 40 degrés, il était complètement déshydraté le pauvre, et en plus je le regardais pisser, alors c'était pas terrible. Donc le contrôle, sinon après la gestion des échantillons se fait de la même façon que chez le cheval, sous scellé. Comment on peut utiliser les médicaments sous condition? C'est-à-dire que si le praticien a prescrit à des fins thérapeutiques, il peut ne pas y avoir de sanctions fortes en tout cas. Il y a un moyen, c'est-à-dire que si on est obligé de prescrire un médicament qui est sur la liste des produits interdits à un sportif, il va falloir soumettre à l'agence contre le dopage le produit utilisé, la prescription.
il va y avoir un comité de médecins qui va se réunir, qui va décider d'un avis favorable ou non, et qui va autoriser le sportif à concourir. Donc vous voyez que c'est un petit peu compliqué, mais c'est faisable avec certaines thérapeutiques. Et en tout cas, ils vont vérifier que le produit est justifié par la pathologie présentée, bien évidemment. Donc le plus simple, c'est déjà de vérifier que le produit qu'on a l'intention de prendre n'est pas sur la liste et de vérifier la liste sur Internet. C'est facile de consulter la liste des produits dopants. Il y a certains qui sont adaptés à certaines pathologies, certaines pathologies. Et il y a des produits qui sont interdits en fonction des disciplines sportives. Je disais hier en rigolant, mais par exemple à la pétanque, l'alcool est interdit. Et alors, probablement peut-être pour casser un peu l'image de la pétanque pastis, mais les joueurs de pétanque n'ont pas le droit de prendre de l'alcool. Maintenant, dans d'autres disciplines, ça ne va pas être vrai. Donc c'est adapté en fonction des disciplines. Alors, quels sont les principaux produits qui sont interdits? Je n'avais pas l'intention de vous faire la liste exhaustive de tous les médicaments interdits, la liste est longue. Je vais vous citer les principaux. Bien sûr, sont les anabolisants, les androgènes endogènes, c'est-à-dire ceux que l'on peut fabriquer, que le corps peut fabriquer, et exogènes qui vont être d'un apport extérieur. Alors, ces anabolisants androgènes, ceux qui sont endogènes, on peut en avoir une quantité, puisqu'on en a naturellement une quantité, mais ça ne doit pas dépasser un certain seuil. Et si le taux est exagéré, c'est au sportif de prouver qu'il est dans un excès de fabrication, mais qu'il n'a pas pris d'apport extérieur. C'est pas toujours facile. Il y avait eu un cas de dopage. Moi, j'étais médecin à l'époque de la Fédération française de squash. Et il y avait eu un jeune qui avait un taux de testostérone qui était trop élevé. Et ça a toujours été dans le doute, puisque le gamin, il avait 17 ans, et il était en pleine croissance, en pleine sortie de puberté, et il faisait valoir qu'il avait sa poussée de testostérone, et le comité de dopage l'accusait d'être dopé. Ça avait été extrêmement compliqué, parce qu'il avait quand même été arrêté pendant 2 ans, je crois, et parce qu'il avait été accusé de dopage, alors que lui, il a toujours crié qu'il avait un taux de testostérone qui était dû à sa virilité naissante, quoi. Donc il y a des produits. Donc les anabolisants endogènes, exogènes, c'est essentiellement tous les androstérones et la testostérone pour ceux que vous connaissez le mieux, quoi. Les autres substances qui sont interdites sont les hormones, les substances apparentées, l'érythropoïétine, l'hormone de croissance, l'insuline qu'on fabrique normalement mais qui doit rester dans des taux normaux. Tous les bêta-agonistes qui sont interdits, seul le salbutamol est autorisé par inhalation. C'est la ventoline, hein, que pour l'asthme, ça peut être à condition de prouver qu'on l'a bien pris par inhalation. Donc les modulateurs hormonaux, ça rend un petit peu difficile. Les modulateurs hormonaux sont des anti-œstrogènes. Sont des médicaments qui modifient le récepteur aux œstrogènes et qui vont avoir des effets anti-œstrogènes. C'est utilisé lors de la ménopause. Il y a des traitements qui sont utilisés lors de la ménopause et il y a des traitements qui sont utilisés dans les cancers du sein, en traitement de fond après, dans le cancer du sein. Donc ce ne sont pas des médicaments qui peuvent être utilisés à des fins dopantes, mais qui vont pouvoir être positifs et qui sont strictement interdites, et en et hors concours, c'est-à-dire de façon permanente. Les diurétiques sont interdits plus parce que ils peuvent, bien sûr, chez le cavalier, il n'y a pas de problème de poids, de diminuer le poids à toute vitesse, mais ça peut modifier l'élimination des produits, et c'est surtout quand c'est contrôlé positif en même temps qu'une substance interdite. Alors là, c'est impossible de se justifier puisque c'est triché, quoi.